j'aimerais donc vous parler un petit peu des émotions. Parce qu'en effet, c'est quand même un sujet qui revient souvent dans les séances d'hypnose. Souvent, les gens viennent nous voir pour nous demander de se débarrasser de leurs émotions. Des problèmes de stress, d'angoisse, de peur, de colère. C'est bizarre, on vient rarement nous demander de se débarrasser de la joie et de la bonne humeur, ce qui est aussi des émotions. Et voilà, donc il y a toujours souvent cette demande qui est de « je veux plus avoir telle ou telle émotion ». Donc je trouvais que c'était intéressant de s'attarder un petit moment sur l'origine des émotions et éventuellement ce qu'elles peuvent vouloir signifier derrière. Alors je vous rappelle que globalement, on détermine qu'il y a 6 émotions primaires. Donc vous avez la peur, la surprise, la joie, le dégoût, la colère et la tristesse. Et à partir de ces 6 émotions primaires, c'est là où on peut décliner toutes les autres formes d'émotions. La première chose que j'aime dire quand je parle d'émotion, c'est d'évoquer le fait que, à mon avis, lorsqu'une émotion s'exprime, c'est qu'elle a un message à faire passer. Il y a quelque chose derrière qui la motive. Si on part du principe que notre corps humain, notre cerveau, tend à nous faire survivre, le seul, en tout cas l'objectif premier, primaire de notre cerveau et de notre corps est quand même de nous faire survivre. Donc, généralement, les émotions les plus fortes, ce sont souvent des émotions liées à un moment de survie. Donc, lorsqu'on est face à un danger. Que ce danger soit flagrant, comme quelque chose qui pourrait être mortellement dangereux pour nous, ou que ce soit juste un danger plus subtil, comme le stress de parler en public, où a priori, on a peu de chances de mourir le fait de parler en public. Mais l'origine de cette émotion reste quand même le besoin de survivre parce qu'on est en train de se mettre en danger. Donc, j'aime bien dire quand même que, au départ, une émotion part toujours d'une bonne intention. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas d'émotion positive ou négative. Les conséquences, la façon dont on la vit l'émotion, la façon... voilà, si ça nous submerge, si ça nous dépasse, si ça nous pose après des problèmes, les conséquences, ce qui est lié, les répercussions voilà, de la façon dont on vit l'émotion peuvent être négatives. Mais au départ, ce qui déclenche l'émotion part généralement d'une intention positive, donc une intention de protection. Quelque chose qui est censé nous faire survivre à une situation. Et donc, vouloir lutter contre une émotion en partant du principe que c'est une mauvaise émotion dont on veut se débarrasser, c'est lutter contre quelque chose qui, au fond de nous, veut notre bien. Et la plupart du temps, c'est très difficile. Parce qu'on se bat contre soi-même. On se dit, je veux me débarrasser de telle émotion, on lutte contre, mais comme cette émotion a une intention positive, elle met encore plus de force dans le message qu'elle veut nous faire passer. Et donc derrière, nous, on s'épuise et la plupart du temps, on n'arrive pas justement à la maîtriser, à la contrôler et encore moins à s'en débarrasser. Bien sûr, il y a certains cas où les émotions passent plus facilement que d'autres. Hein. C'est toujours pareil, c'est une description globale du fonctionnement pour moi d'une émotion à l'intérieur de nous. Donc elle part d'une intention positive. C'est là où j'ai envie d'introduire la notion de mémoire, la façon dont notre mémoire fonctionne. Parce que justement, la mémoire est énormément associée aux émotions. Je dirais même plus, c'est une formule que j'ai imaginée tout à l'heure, je ne sais pas si elle se vérifie, mais c'est que émotion plus mémoire égale souvenir. C'est en associant une émotion et une mémoire qu'on peut recréer un souvenir. Car, petite parenthèse, depuis peu de temps, les neurologues commencent à se dire que, apparemment, les souvenirs ne sont pas stockés dans un endroit particulier de notre cerveau, comme le disque dur d'un ordinateur, mais qu'ils sont refabriqués à la demande. Donc on refabrique nos souvenirs lorsque l'on en a besoin. Et la façon dont on refabrique nos souvenirs est forcément liée à l'émotion associée aux souvenirs. Si vous avez des souvenirs, vous avez mémorisé des choses, oui, voilà. Si vous avez des souvenirs sans beaucoup d'émotion avec, c'est beaucoup plus dur à mémoriser, c'est beaucoup plus dur de s'en rappeler. Et bizarrement,
tout ce qui est très chargé émotionnellement, c'est des choses dont on se rappelle toute sa vie. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, je trouve que les deux associés correspondent à la définition que j'ai dit au départ sur le fonctionnement de l'émotion, qui était là pour nous protéger. Donc forcément, si on vit une situation stressante, dangereuse, problématique, on y survit, eh bien forcément, notre cerveau va mémoriser cet événement et va l'associer à cette émotion. Ce qui veut dire que derrière, si je revis une situation, ou si je commence même à revivre une situation similaire, forcément, la première émotion va revenir. Parce que c'était déjà cette émotion qui m'avait permis de survivre à l'événement original. C'est pas évident à développer comme concept. Mais voilà, pour résumer, j'aime bien me dire que l'émotion a derrière elle une intention positive. Elle est là pour combler, pour protéger, pour apporter quelque chose. Elle se mémorise en nous en fonction de l'événement qu'on a vécu pour créer un souvenir qui sera réutilisé lorsqu'une situation identique se profile à l'horizon. Par exemple, tout simplement, quelqu'un qui perd complètement ses moyens en classe, en parlant devant toute la classe alors qu'il est interrogé et donc qui est en train de parler en public, il faut qu'il vive un moment vraiment très très désagréable, eh bien, bizarrement, cette personne, à chaque fois qu'elle devra reparler en public, elle aura instantanément un stress énorme qui va monter parce que son corps se rappelle que lorsqu'elle parle en public, il y a l'émotion négative qui y est associée. Donc voilà, c'est un sujet qui pourrait être développé. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou à poser des questions même en commentaire et on pourra refaire des vidéos pour redévelopper ce sujet. Je voulais juste faire cette petite introduction pour parler de la cohérence, ou en tout cas de l'association qui est entre la mémoire et les émotions. Et je vais en profiter d'ailleurs, je suis en train de me dire que c'est une très bonne occasion pour aller saluer ma chère amie et collègue Denise, qui doit s'impatienter derrière sa webcam. Donc, où est-elle? Eh non, elle était là. Bonsoir Denise, bienvenue dans cette conférence. Bonsoir Christophe, je suis ravie d'être avec toi. Je suis ravi d'être de nouveau avec toi. C'est vrai qu'on avait fait une visioconférence déjà le mois dernier. C'était plutôt sympathique comme expérience. Donc, on réitère l'expérience. Est-ce que par rapport à ce que j'ai dit sur l'association mémoire-émotion, est-ce que ça te paraissait cohérent? Est-ce que ça correspond à toi la façon dont tu vois les choses? Ou est-ce que tu aurais voulu rajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai dit? Non, je pense que tu étais assez clair par rapport aux émotions et à la mémoire et comment les deux interagissent et comment la mémoire en fait permet de perpétuer, comment l'émotion maintient en vie ou active une mémoire. Et que voilà, tu l'as dit d'une autre manière, mais voilà, c'est ma façon de le dire, mais ça revient exactement à ce que tu as dit. C'est comme si, dans ma manière de le dire, hein, et elle est proche de ce que tu dis toi, c'est que l'émotion permet de maintenir vivante une mémoire. Et donc, chaque fois qu'on revisite une émotion, ça peut réactiver une mémoire. Alors très bien, écoute, je vais te laisser regarde, hop, je vais te laisser la primeur de l'écran. Est-ce que tu peux, alors, tout simplement nous expliquer haut potentiel et hypersensible, qu'est-ce que ça veut dire, qui ils sont, est-ce que c'est lié ou pas, voilà, déjà un petit topo global sur ce que ça signifie. Alors, les hauts potentiels sont... déjà, on les met dans cette grande casquette qui est haut potentiel, mais il y a différents types de haut potentiel. J'ai des petites définitions, mais je ne sais pas si je vais rentrer dans le détail par rapport à ça, mais il y a des profils assez différents. Il y a ceux qui sont les gens qui réussissent dans tous les domaines, hein, qui sont doués et socialement, et professionnellement, et intellectuellement, les très bons élèves, hein, ceux qui sont brillants partout, conformistes et très perfectionnistes.
Il y a ceux qui sont plutôt dans le challenge, dans la provocation. Alors ceux-là, ils peuvent être très très doués, très intelligents et très dérangeants parce qu'ils remettent en cause tout et notamment l'autorité. Il y a ceux qui sont plus effacés, plus en retrait et qui ont assez peu de connaissances d'ailleurs ou qui ne réalisent pas en fait qu'ils sont très doués et qui ont une estime d'eux-mêmes assez mauvaise, assez piètre. Et pourtant, ils ont une forte douance et ils sont capables de faire des choses que peu de gens réussissent. Il y a ceux qui décrochent, comme si ils vivaient leur douance comme un handicap presque. Hein. Ceux qui considèrent que c'est normal que ce soit facile et simple, qui ont l'impression que c'est comme ça pour tout le monde, mais qui sentent que ça leur pèse aussi. Et puis, il y a ceux qui sont très autonomes, donc qui apprennent tout seuls, qui sont un peu... Et d'ailleurs, en séance d'hypnose, c'est assez intéressant parce que ceux-là, on leur décrit un protocole et ils le font tout seuls. On n'a rien à faire en tant que... c'est sympa pour pour l'hypno, c'est assez reposant, on a juste à bien décrire la situation et vraiment, ils réussissent tout seuls. Mais ça se voit aussi dans les études, c'est-à-dire qu'ils sont très autonomes par rapport à leurs études, ils sont capables, ils sont assez autodidactes, c'est vrai aussi dans leur vie professionnelle, ils vont se lancer dans des choses assez nouvelles. Donc voilà, il y a différents types de haut potentiel. Souvent, on les décrit au potentiel parce qu'ils ont été testés pour ça et c'est lié au quotient intellectuel. Ces gens-là, toutes ces catégories-là ont aussi ce qui s'appelle des caractéristiques d'hypersensibles, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont hypersensibles. Les deux ne sont pas liés, c'est-à-dire qu'on peut être hypersensible sans être haut potentiel, on peut être au potentiel avec, sans être particulièrement hypersensible. Les hypersensibles, c'est encore une autre catégorie de personnes. Et là encore, il y a des sous-couches, parce que l'hypersensibilité s'exprime de différentes manières, mais de toute façon, c'est quelque chose qui est représenté par le fait que les gens ont une sensibilité sensorielle très importante. Ce qui fait que dans la vie au quotidien, il y a toujours du trop. Il y a trop d'odeurs, il y a trop de bruit, il y a trop d'émotions, il y a trop d'intensité dans tout ce qui se passe, parce qu'ils perçoivent très finement leur environnement et aussi ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. J'ai la chance, alors ma connaissance de ces domaines-là hein, est surtout très empirique. J'ai la chance de travailler très souvent avec des personnes, enfants, ados et adultes hypersensibles. Et souvent, ils le vivent mal au départ. Tant qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe pour eux, ils le vivent assez mal. Parce qu'effectivement, ça peut être très intense. Ce sont aussi des gros empathes. Ils sont très ils sont vraiment en empathie avec les gens qui sont avec eux. Donc quand ils rentrent dans une salle où il y a beaucoup de monde, c'est trop intense souvent pour eux. Et même quand ils sont avec quelqu'un qui traverse des émotions fortes, alors si c'est la joie, ça va, mais même ça peut être trop pour eux. Mais si ce sont des émotions de colère, de tristesse, ils absorbent tout ça comme des éponges. Et donc au quotidien, c'est quand même pas facile à vivre. Et d'autant plus quand on ne sait pas ce qui se passe. Et ils se sentent à part, ils ont un peu l'impression d'être comme les vilains petits canards, hein, comme des gens différents. Et, ils perçoivent mal cette différence, même au sein de leur famille parfois, ils se sentent très différents. Ils ont vraiment l'impression d'être le vilain petit canard au sein de la famille. Ils ont l'impression qu'ils sont pas compris. Pas reconnus, ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. Alors je fais beaucoup de généralités, hein, et là encore, c'est à moduler parce que ça dépend de chacun. Il y a des hypersensibles qui ont vraiment réussi dans la vie. Pour moi, tous les grands artistes sont des hypersensibles. Et l'ont été. Je pense qu'un Léonard de Vinci a été un hypersensible. Je pense que, et peut-être sans doute un haut potentiel, je pense que Monet était quelqu'un qui avait cette vision du monde
tel qu'il avait une façon de voir tellement particulière qu'il a été capable de la traduire par cette façon de peindre exceptionnelle et qui lui est propre, hein, et qui a lancé ce courant des impressionnistes. Un Picasso, à mon avis, aussi était un hypersensible. Voilà, ce sont des gens qui ont une perception très très fine de leur environnement. Quand c'est bien vécu, alors ils peuvent la retranscrire au monde et même offrir au monde leur sensibilité. Il y a beaucoup d'artistes dans le monde des hypersensibles, justement parce que ils ont ce rapport au monde qui est très, très particulier et qui est vécu avec une grande finesse. Génial. Voilà. Écoute, j'ai déjà appris des trucs. Écoute, Alors, j'ai 3-4 questions. Ça va permettre peut-être un peu. Alors, une fois de plus, c'est vrai que tu m'as dit que tu n'étais pas forcément une spécialiste des hauts potentiels, mais tu m'as parlé d'un test, c'est-à-dire qu'on peut se faire tester, que ce soit enfant ou adulte. C'est un test de QI, alors c'est ça, ou c'est encore un truc spécifique? Souvent, ceux qui sont réellement diagnostiqués haut potentiel le sont à partir d'un test de QI qui est pratiqué normalement chez des psychologues. Donc c'est un test spécifique, c'est ça? C'est un test haut potentiel, par exemple, c'est ça? Enfin, c'est un test de QI qui détermine qu'à partir d'un certain niveau de QI, oui, on est considéré comme haut potentiel. Ah, d'accord, c'est un test de QI. En fonction de ta note, on dit si tu es rentré dans la catégorie haute potentiel, c'est ça? D'accord. Et tu as évoqué tout à l'heure qu'ils étaient hypersensibles au niveau de leur sens. J'ai souvent entendu il y avait beaucoup d'autistes qui étaient dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux ou ça n'a rien à voir? Ou peut-être que la question est... Alors, les autistes peuvent être vraiment hypersensibles dans le sens où ils sont dérangés justement par le monde extérieur. C'est pour ça qu'ils ferment tout. Mais ils ont une perception très très fine. Les bruits peuvent les déranger, une lumière trop forte peut les déranger, le contact à l'autre les dérange aussi. Ben oui. Et ça se retrouve chez la plupart des hypersensibles. C'est-à-dire que le toucher chez certains hypersensibles est difficile. Presque douloureux parfois. L'audition peut être douloureuse, c'est-à-dire que certains bruits vont les gêner, les déranger, des grincements de dents, quelque chose qui crisse ou un bruit trop fort, ça va vraiment les agresser. Et là où il pourrait y avoir un pont entre les autistes et les hypersensibles, c'est que les hypersensibles justement essayent de faire une bulle très ferme autour d'eux pour se protéger. C'est-à-dire que c'est tellement à vif pour certaines personnes qu'ils préfèrent s'entourer de quelque chose, d'une carapace, hein, d'une espèce de carapace pour éviter d'être trop en contact avec l'extérieur, les autres, la vie, les émotions, tout ce qui bouillonne à l'extérieur d'eux. Ah oui, donc ils pourraient être asociales. On les verrait enfermés dans leur coin en pensant que alors que c'est juste parce qu'ils sont tellement sensibles qu'ils se protègent du monde extérieur, en fait, c'est ça? Oui, ils peuvent être en retrait. D'ailleurs, ça se voit beaucoup chez les enfants. Ils ont du mal à se faire des amis en classe. C'est plus difficile pour eux de se faire des amis parce que ils n'ont pas toujours les mêmes intérêts que les autres. Ils ont besoin d'être en petit comité. Dans un groupe, c'est difficile pour eux de prendre la parole. Et surtout parce que le contact à l'autre, parce que tout ce bouillonnement énergétique et vibratoire, j'ai envie de dire, c'est difficile pour eux. Et parce qu'ils le ressentent, vraiment. Oui. Mais alors, une question idiote. Alors, on est comme ça ou on le devient? Alors ça, c'est pas tranché encore. Hein. Il y a de plus en plus de gens qui parlent de la question des hypersensibles. Il y a eu, par exemple, Fabrice Midal qui dit que lui est hypersensible et qui a écrit un livre récemment dessus. Il y a d'autres, il y a un scénariste qui a écrit, qui s'appelle Maurice Barthélémy, qui a écrit un livre qui s'appelle Fort comme un hypersensible. Enfin voilà, il y a pas mal de réflexions autour de ça. C'est un sujet qui est en vogue, non pas parce que c'est nouveau, mais parce que les gens commencent à en parler. Il y a beaucoup d'hypersensibles aussi qui sont presque honteux de ce qu'ils sont parce que ça a été vécu comme une faiblesse. Donc chez les filles, c'était plus acceptable. Chez les hommes, c'était très difficile à vivre. Et souvent, d'ailleurs, ça en fait des très bons scientifiques parce qu'ils se retranchent dans les laboratoires à faire leurs études tout seuls et des calculs, voilà. Et pendant qu'ils se raccrochent à leur mental bien verrouillé sur des formules complexes,
ça leur évite d'être trop en contact avec les émotions et la vie en général, quoi. Mais c'est en train de changer, et c'est très très chouette. Il y a 15 à 20% de la population qui serait hypersensible. Ce sont les chiffres qui commencent à sortir. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Ah oui, oui, c'est énorme. D'accord. Mais oui, mais c'est vrai que c'est un sujet. Moi, je me rappelle pas, étant jeune, on parlait des surdoués, des QI élevés, etc., quoi. Mais on les avait pas catégorisés, on les avait pas découverts, au moins, oui, autant qu'en ce moment, quoi. Et ce qui veut dire, alors, c'est parce que tu n'as pas répondu à ma question, parce qu'en fait, personne n'y a répondu encore, c'est que d'un seul coup, un adulte pourrait se révéler hypersensible ou haut potentiel, alors que depuis qu'il était tout jeune, il était dans la moyenne. Alors, je pense quand même qu'on a ça dans l'enfance. Il y a quand même une base, quand même. Oui, il y a une base. Après, l'environnement dans lequel on grandit va favoriser le développement de ça ou pas. Là où je dis qu'il n'y a pas d'études, c'est parce qu'il y a certainement des gens qui sont hypersensibles ou au potentiel, et ils passent inaperçus parce qu'ils sont protégés, parce qu'ils ont déployé des stratégies, et donc pour être comme tout le monde. Parce que ça, c'est une de leurs grandes recherches, souvent. Sauf pour certains hauts potentiels qui, eux, sont qui aiment bien challenger. Les challengers, ils aiment bien sortir du lot. Mais les autres déploient énormément d'efforts pour être comme les autres. Donc, on ne les voit pas. Et je ne pense pas qu'il y ait d'études qui aient été faites. Enfin, en tous les cas, à ma connaissance, il n'y a pas d'études suffisamment vastes qui a été menée pour dire si on peut développer de l'hypersensibilité en étant adulte. J'ai quand même tendance à penser qu'on l'est dès l'enfance et que ça va se développer plus ou moins selon l'environnement dans lequel on grandit. Oui, parce que vu ce que tu me disais, s'ils ont tendance plutôt à se sentir anormal et à se cacher, ils vont avoir plutôt... Alors, par exemple, ils doivent être en échec scolaire souvent, non? Parce qu'ils ne correspondent pas aux critères de l'école, alors qu'en fait, c'est parce qu'ils sont trop intelligents. Non, mais il y en a, oui, qui sont très intelligents et qui vont se cacher. Alors, ça dépend. Là, il y a les hauts potentiels, et comme je l'ai décrit tout à l'heure, il y a différentes catégories. Donc, il y a ceux qui vont vraiment réussir à tout point de vue, et puis il y a ceux qui sont vraiment en échec scolaire. Il y a des hauts potentiels qui sont en échec scolaire et dans la vie et socialement. Et pourtant, ce sont des gens extrêmement intelligents. Chez les hypersensibles, c'est un petit peu différent, mais effectivement, il y en a qui peuvent être en échec scolaire simplement parce que être dans la classe avec tout le monde, par exemple, c'est difficile. Bah oui. Et puis alors là, ils vont être extrêmement dépendants du regard de l'enseignant. Ils vont être en demande affective, si l'enseignant sent la sensibilité, s'en préoccupe et traite cet enfant avec égard, et par rapport à sa sensibilité, alors il va certainement très bien fonctionner. Avec un enseignant insensible qui va être beaucoup plus brutal, qui ne va pas comprendre les réactions de l'enfant, ça peut être justement très très difficile pour l'enfant de travailler avec quelqu'un comme ça. Sans doute, oui. Ce qui veut dire que, alors, globalement, même si j'ai quelques idées de la réponse, mais globalement, quel type de demande ils ont en séance alors? La gestion des émotions, sûrement. Oui, de pouvoir s'intégrer, justement, ça tombe bien, en fait. Oui. Alors, il y a la gestion des émotions. Il y a beaucoup de troubles du sommeil, parce que ce sont des gens, alors que ce soit les hauts potentiels ou les hypersensibles, sont des gens qui ont une imagination extrêmement féconde, mais ils ont une très, très grande créativité, ce qui est très bien. Mais quand on doit aller se coucher et qu'on commence à avoir la tête qui tourne à 2000 à l'heure, il faut savoir vraiment la ralentir, et puis pour pouvoir s'endormir tranquillement. Et ça, c'est une des grandes difficultés qu'ils rencontrent. Parfois, quand ce sont des enfants, ce sont les parents qui les accompagnent, pour des problèmes aussi de sociabilité, parfois pour des raisons d'échec scolaire. C'est souvent en raison de troubles du sommeil. Enfin, moi, ceux qui viennent me voir, c'est beaucoup... Ça commence comme ça. Et les angoisses sont des personnes assez angoissées aussi. Parce que beaucoup dans un mental fécond, et donc ils se racontent des histoires assez terrifiantes. Donc je les aide à se raconter des belles histoires plutôt.
il faut savoir aussi que ce sont des gens qui ont tellement, surtout les hypersensibles, qui ont une telle sensibilité à fleur de peau, qui vivent beaucoup plus dans leur tête que dans leur corps. Parce que leur corps est tellement sensible que vivre, être vraiment dans leur ressenti, c'est compliqué. Et le fait de ne pas être bien inscrit dans son corps, ça génère encore plus d'angoisse. Quand on est bien équilibré, qu'on fait du sport, qu'on ressent les choses physiquement, on est moins à même d'avoir des angoisses. Quand on est un hypersensible, ça c'est complexe. Parce que le corps, il ressent le toucher, l'air, le froid, le chaud. Tout est trop chaud, trop froid. Certaines textures de vêtements, c'est difficile. Une étiquette dans le cou, voilà, ils sont sans arrêt en train de bouger parce que ça les gratte, ça les gêne. Voilà, tu vois. Donc, être dans son corps, c'est compliqué. Donc, ils sont dans la tête. Mais dans la tête, le problème, c'est qu'on n'est pas toujours en prise avec la réalité. Et là, les films tournent à 1000 à l'heure. Et les angoisses grossissent. Donc ça peut t'arriver, par exemple, si on t'amène un enfant qui a du mal à dormir, de suggérer aux parents, par exemple, d'aller tester son QI en se disant, tiens, peut-être que c'est un haut potentiel? Ça m'est déjà arrivé, oui. Oui. Ce qui peut permettre déjà de diagnostiquer un peu la source de la problématique, entre guillemets, quoi. Oui. Moi, je reçois surtout les hypersensibles, surtout, et d'en parler avec les enfants, et d'ailleurs avec les adultes aussi, enfants, ados, adultes. Ça les soulage énormément. Tout d'un coup, ils ont une explication de ce qui se passe pour eux. Et c'est le premier pas vers « Ah, tout va bien ». Et ça retire une énorme couche d'angoisse. Déjà, ils se rendent compte qu'ils sont normaux à peu près. Donc, c'est déjà un premier pas, déjà, dire « Ah, ça va, tout compte fait, je suis normal. Bon, ok, maintenant, je peux commencer à bouger un peu. » C'est ça. Puis quand en plus, il y a 10 à 15% de la population qui est comme ça, c'est « Ah, mais tout va bien !» Ah, mais je suis pas seul, en fait. Même. Non, je suis pas seul. Mais non, mais c'est beaucoup, 10-15% de la population. Ça m'a impressionné, ton chiffre, tout à l'heure. Oui. Et pour les hauts potentiels... quand j'en reçois, je les incite à aller rencontrer d'autres hauts potentiels. Alors, ils ne vont pas tous s'entendre, mais ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls là aussi. Il y a beaucoup de sites internet aujourd'hui, beaucoup de groupes Facebook. Enfin, vraiment, on trouve pas mal de choses et ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Et ça fait du bien aussi. Et puis, avec un peu de chance, on peut rencontrer des gens avec lesquels il y a des vraies affinités. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont passionnés de mathématiques, rencontrer des gens, et ça peut paraître un peu étrange pour certains, mais si on se retrouve dans un groupe de matheux à s'amuser à faire des formules mathématiques complexes pour se détendre, il y a des gens comme ça. Oui. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui, c'est vrai, ils peuvent parler un petit peu au même niveau avec quelqu'un d'autre, ça doit être... C'est ça, ils se sentent compris. L'incompréhension aussi, c'est un trait de caractère important. Ah oui. Souvent, que ce soit chez les hypersensibles ou les hauts potentiels, ils se sentent incompris. Alors, rencontrer des gens comme eux, mais ils ne s'entendent pas tous, j'insiste là-dessus, mais rencontrer des gens comme eux, c'est un vrai soulagement. Parce que ils peuvent partager quelque chose, ils se sentent compris, ils se sentent reconnus, ils appartiennent. Le besoin d'appartenance, c'est un besoin de l'humain. Et se sentir appartenir à un groupe proche de nous, ça fait vraiment du bien. C'est vraiment l'histoire du vilain petit canard. Quand il va rejoindre la famille de cygnes, tout d'un coup, ça y est, quoi, il appartient, il leur ressemble, il est comme eux, il est accepté. C'est un peu ça. Je crois qu'il existe une association qui fait ça dans le monde aujourd'hui pour repérer les génies et les gens surdoués. Et il y a eu des gens qui ont été repérés sur le continent africain, en Inde, en Chine, je crois aussi. Il y a une association qui s'occupe de ça pour les repérer, parce que ce sont vraiment des gens... Alors, il y a des gens qui sont extrêmement, extrêmement doués. Dans les hauts potentiels, il y a des gens d'une catégorie supérieure réellement. Et il y a une association qui s'occupe de ça. Alors, je ne me souviens plus du nom de cette association, mais ils sont à la recherche de ce genre de personnes parce que ce sont des personnes capables de faire des découvertes très importantes pour l'humanité.
Mais le fait de se retrouver, ça répond aux besoins d'appartenance, Oui, de toute façon. qui est un vrai Oui. besoin humain. Et normalement, on appartient à sa famille, on appartient à un groupe, enfin, à un quartier, avant, on appartenait à un village, on appartient à une culture, à une école, voilà. Et on a besoin d'une appartenance. Et quand on est ou au potentiel ou hypersensible, souvent, on se sent très isolé, très seul. Et le fait de rencontrer des gens comme soi, ça permet aux gens de remplir ce besoin d'appartenance. Et c'est vraiment, c'est important pour eux. Ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme avec d'autres gens. C'est comme si leur douance ou leur hypersensibilité était un défaut plutôt qu'une qualité. Oui, forcément, oui. Moi, souvent, je leur dis, mais c'est un don ce que vous avez. C'est vraiment, vous êtes doués, quoi. Que ce soit par votre sensibilité ou par votre intelligence. Vous êtes véritablement extrêmement doués. Oui, alors que vu un peu le portrait dressé, enfin c'est vrai que nous on est du côté des thérapeutes, dire que nous on voit que ceux pour qui ça se passe mal, donc on n'a pas forcément une vision objective non plus, mais c'est vrai que ça a l'air d'être un drôle de fardeau à porter aussi. Hein. On a vu qu'on n'a pas forcément envie d'être un haut potentiel hypersensible. C'est vrai que ça a l'air d'être en même temps, tu m'as dit qu'il y en a plusieurs, il y en a d'autres qui le vivent très bien et qui ont une grande réussite, etc. quoi. Mais tu pars forcément avec une spécificité, tu vois, j'ai failli dire une anomalie, mais une spécificité qui est pas facile à intégrer dans la société, quoi. C'est vrai que... Ouais. Alors, bien accompagné dans un environnement qui va comprendre, qui va accompagner, qui va encourager, hein, tout ça, ça se passe très bien. Oui, hein. Mais dans une famille, une école, un environnement où on va trouver ça étrange, effectivement, l'enfant va l'imprimer comme quelque chose d'étrange. Et comme une anomalie, en effet. Et voilà, ça se passera moins bien. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer. Hein. On peut, bien sûr, mais... Quelqu'un d'adulte peut s'approprier. En fait, il faut s'approprier. Enfin, moi, c'est ce que je dis. Hein. Appropriez-vous vos talents, vos dons et faites-en cadeau à tout le monde. Quoi. Vous êtes doué et assumez-le, quoi. Endossez-le. Bien sûr, oui. Mais c'est vrai qu'il y a une part d'aléatoire. Comme tu dis, il faut tomber dans une bonne famille, un bon environnement. Alors c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle de plus en plus souvent. Donc maintenant, les gens commencent un tout petit peu à être familiers à ça. Mais j'imagine que ça avance tout doucement. Il y a certains endroits où ça ne doit pas être évident d'être un haut potentiel hypersensible. Enfin oui. Donc il y a quand même une part d'aléatoire qui est pas forcément... Ouais, j'ai plus envie d'être un haut potentiel hypersensible maintenant que tu m'as dit tout ça. Je vais redevenir une brute épaisse comme j'étais encore il y a 5 minutes, c'est parfait. Oui, moi... Ce que tu n'es pas du tout, mon cher Christophe. Va savoir, pourquoi. Non, je suis un peu de tout, moi, je suis un melting pot, t'inquiète pas. Mais d'accord. Ah, écoute, c'est passionnant comme sujet. Et tu t'es spécialisé, mais sans faire exprès, ou c'est parce que c'est d'un seul coup, avec le bouche à oreille, ils se sont mis tous à venir chez toi? Ou c'est toi au départ qui a suscité ça? Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'en ai eu plein dans mon cabinet qui ne venaient pas du tout. Enfin, c'est pas du bouche à oreille, hein, ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent de différents endroits du monde qui arrivent dans mon cabinet via différents chemins et souvent, ils sont hypersensibles. J'ai pas fait le calcul, mais je pense que moi, j'ai au moins 50% de ma clientèle qui est hypersensible. Et de tous âges, hein, vraiment de tous âges. Et globalement, par rapport à l'hypnose, comment il fonctionne? Ah, ils sont très très bien adaptés à l'hypnose. Ouais. Enfin, c'est efficace. Je pense que tout le monde est adapté à l'hypnose, c'est ma vision du monde. Mais, oui, bien sûr. moi, j'adore ça. Oui. Mais oui, les hauts potentiels. Alors, ça va dépendre. Hein. C'est beaucoup de généralités, ce que je dis, mais comme ce sont des gens qui comprennent très vite, s'ils sont en confiance, si on les aide à se reconnecter vraiment à leur inconscient, hein, à avoir une bonne relation avec leur inconscient, alors ils se mettent ils font de l'auto-hypnose très vite.
sans être aidés. Et les hypersensibles, en fait, comme ils ont un monde intérieur très très riche, un imaginaire, d'ailleurs c'est vrai aussi des hypersensibles, à des hauts potentiels, avoir un imaginaire très créatif, c'est particulièrement propice à l'hypnose. Oui. Donc ça les rend très suggestibles. C'est facile pour eux de visualiser des choses, même d'entendre des choses, alors de ressentir souvent, hein, pour les hypersensibles, tout ce qui est ressentir. S'ils se sentent en confiance et qu'on abaisse un peu l'intensité de ce qu'ils ressentent, même au niveau sensoriel physique, bien sûr, ils le ressentent très très bien. Tiens, par exemple, je pense aussi que les grands chefs cuisiniers sont des hypersensibles. Ils ont les papilles gustatives très développées. D'accord, oui, c'est original. Ils sont des artistes de bouche. Et pareil pour les œnologues, pareil pour les grands, ceux qui sortent du lot, les nés, ce sont des hypersensibles. D'accord. C'est mon avis, hein, mais peut-être que c'est totalement faux. Mais pour être capable de créer un parfum, il faut vraiment avoir un nez très, très sensible. D'accord. Oui, donc avoir des sens très développés, c'est déjà un indice forcément d'hypersensibilité. D'accord. Waouh! Mais je reviens un petit peu à côté de toi. Bah écoute, j'ai appris des choses en tout cas, moi déjà. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça me semble bien. C'était bien, je trouve, comme petite donner un aperçu, une petite vue d'ensemble de ce que sont un peu les émotions, la mémoire, les hypersensibles et les hauts potentiels. Je pense qu'on a dressé un petit portrait qui n'est pas inintéressant. En tout cas, moi, j'étais captivé par tout ce que tu nous as dit. Ça m'a donné envie de relire La Nuit des Enfants Rois. En tous les cas, ça a été un plaisir. Cette fois-ci encore d'être avec toi, de t'entendre aussi et d'entendre et tes questions. Et puis aussi tout ce que tu nous as raconté sur les émotions. Et je partage ton avis, les émotions sont nos alliés. En tout cas, oui, si on les prend comme telles, ne nous battons pas contre elles sans raison dès le départ, quoi. Voilà. Ne cherchons pas à les éradiquer spontanément, déjà. Bah écoute, en tout cas, voilà, une fois de plus, je te remercie encore. C'était vraiment un réel plaisir. Je pense que ça va être intéressant de temps en temps qu'on refasse comme ça une petite vidéo, soit en live ou en différé, sur un sujet un petit peu spécifique comme ça. Ça peut être sur le sommeil, sur d'autres sujets. Je trouve ça, à chaque fois, cette petite double interactivité est toujours très enrichissante. Ça donne à chaque fois du relief. Donc, moi, j'aime beaucoup. Donc, on passe un bon moment. Donc, petit à petit, les gens qui nous découvriront passeront aussi peut-être un bon moment avec nous et ça nous incitera à en faire encore plus. Donc, on verra pour la rentrée. Je pense que je vais te souhaiter une très bonne soirée. Je vais te remercier encore d'être venu me rejoindre aujourd'hui. Je vais te souhaiter des bonnes vacances. J'espère que tu vas bien profiter de tes vacances et on se reverra sûrement à la rentrée pour refaire une petite vidéo si tu le veux bien. Bah écoute, ce sera avec plaisir parce que ça a été vraiment plaisant les deux fois d'être avec toi en ta compagnie sur ces vidéos. Je te souhaite également de très bonnes vacances et je te remercie de m'avoir invité. Mais je t'en prie. Merci à toi et bonne soirée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures hypnotiques. Bonne soirée à vous tous. Au revoir.